Yo, salut. Dans la première partie, on avait surtout parlé de ce qu'était une plateforme de bug bounty comme Yogosha, mais il y a deux sujets qu'on avait un petit peu évités, c'était le triage et le lien avec la communauté. Ne vous inquiétez pas, on va réparer ça tout de suite. Installez-vous confortablement et bienvenue dans Cybertalk. Deuxième partie, on avait surtout parlé du côté plateforme. Sur la première partie. Cette fois-ci, on va creuser un petit peu plus le côté hunter, le côté client, donc on avait déjà quand même très largement abordé. Ensuite, on parlera du futur du bug bounty et de la cyber en général. Et vous le savez, on a les traditions de fin d'émission. On va raconter quelques anecdotes, éventuellement quelques conseils. On va parler un peu de triage. C'est un sujet qu'on n'a pas trop abordé. Alors, au départ, moi, je pensais que vous ne faisiez pas du tout de triage, mais en fait, vous me dites que si. Donc, on va parler triage et je pense qu'il y a des clarifications à apporter là-dessus. Alors, on va pas réexpliquer le triage parce qu'on a déjà fait 2 émissions en tout sur le bug bounty, donc les gens savent ce que c'est. C'est simplement le fait de trier les rapports et d'attribuer les vulnes et les récompenses derrière, les primes derrière. Comment ça se passe de votre côté? Est-ce que vous en faites beaucoup, un peu, pas trop? Est-ce que vous voulez en faire plus? Et comment ça se passe avec les hunters d'un côté et puis les clients? Alors, le triage, ça a toujours été un sujet compliqué. Au début, nous, on avait la posture de se dire on accompagne le client dans des recommandations, mais on ne prend pas en charge cette notion de triage. Et on s'est rendu compte, tout comme on a fait évoluer nos offres, on a fait évoluer aussi notre vision là-dessus. Et on s'est dit, eh bien, aujourd'hui, on va formaliser un petit peu cette proposition de triage, parce qu'in fine, on s'est rendu compte que le client a besoin de focaliser son temps sur la remédiation et ne pas focaliser son temps sur cette notion de triage, cette notion d'échange, cette notion de challenge du rapport. Donc effectivement, aujourd'hui, on propose une offre ad hoc. Au-delà de la formule de bug bounty, on propose une formule ad hoc de triage. Alors on a aujourd'hui deux approches sur le triage. C'est le triage où nous, on va faire la première analyse et on va faire des recommandations aux clients, où on a une offre qu'on appelle, qu'on pourrait appeler white gloves, en fait, où on va gérer totalement le triage pour le chercheur jusqu'à la phase de paiement. Donc, c'est à voir aussi en fonction de la maturité du client, en fonction aussi des effectifs qu'il a dans son équipe de cyber ops, de voir s'il a la bande passante pour gérer ce genre de choses-là ou s'il nous délègue ces éléments-là. Alors, triage, ça veut dire quoi? Ça veut dire analyse à froid du rapport, ça veut dire rejoue du scénario de l'attaquant, ça veut dire aussi challenging à la fois le scoring que le chercheur a mis et éventuellement aussi des éléments qu'il a mis dans son proof of concept. C'est-à-dire qu'on serait en capacité de lui demander éventuellement des détails en plus, de le challenger sur le risque vraiment final de la vulnérabilité, ce genre d'éléments-là. Donc aujourd'hui, on est encore dans une phase où on conseille au client et on lui dit, on pense, côté Yogosha, qu'il serait bien que tu nous délègues le triage parce que ça te permettrait justement de libérer du temps à tes équipes pour se focus sur la remédiation plutôt que sur le triage. Voilà, on en est là, mais on sent qu'il y a une tendance aujourd'hui des clients à vouloir déléguer cette partie-là et avoir vraiment sur le livrable final quelque chose, une analyse ferme, définitive sur le rapport et le risque lié à la vulnérabilité qui serait détectée. Et comme Mathieu l'évoquait, le triage, il va être adaptable en fonction du client. Moi, typiquement, mes clients, on va pas jusqu'à l'étape de reward. Je leur laisse la main là-dessus. C'est simplement cliquer sur un bouton, hein, mais on ne veut pas avoir cette action-là, mais on fait la validation des rapports et donc en fait, ils se fient à notre avis et bien évidemment, libre à eux de totalement rejouer la faille de leur côté s'ils ont la bande passante, hein. Nous, on n'est pas... Et on ne prend pas de côté, on n'est pas du côté du hunter, on n'est pas du côté du client. On essaie d'avoir cette posture la plus neutre possible pour vraiment analyser la faille telle qu'elle est. Et il y a
il y a une question, mais je suis pas sûre de la comprendre. Comment vous vous assurez de ne pas passer à côté de quelque chose d'hyper important pour le client? Si typiquement on passe à côté d'une faille, enfin d'un rapport d'un hunter, et qu'on la classe en, not a bug par exemple, et que c'est vraiment important, crois-nous bien que le hunter va nous exprimer son mécontentement, que ce soit sur le rapport ou sur Slack, et donc on va faire le nécessaire et se repencher sur le rapport. Et ensuite, passer à côté de quelque chose d'hyper important pour le client, dans le sens où je sais pas si c'est suffisamment rapide pour que la personne réponde sur le truc. Si, oui. Mais c'est le client qui garde la main sur ses rapports. Nous, on ne ferme aucun rapport. En fait, on le valide. On peut envoyer le reward éventuellement, comme Mathieu l'a dit. Mais en fait, le rapport reste le sien. Le rapport appartient au client. Donc, c'est lui qui prend les actions de correction après. Et donc, le rapport reste en statut de fixing jusqu'à ce que le client prenne la décision de le fermer parce que la correction a bien été implémentée. Et juste avant la fermeture, je pense que c'est important de préciser que c'est quelque chose qui est, je trouve, trop lésé, la possibilité sur du bug bounty de demander le double check. C'est inclus dans les prestations de bug bounty. Et en fait, à partir du moment où le client il a fait son implémentation, il peut vérifier si elle a bien été faite. Enfin, vous vous doutez ce que c'est, le double check. Et c'est ça aussi qui permet d'avoir un vrai impact, en fait, d'accompagner le client jusqu'à la fin de la correction de la faille. Et j'apporte un élément en plus, hein. Effectivement, le côté triage Yogosha, c'est un accompagnement, c'est une pédagogie, c'est une compréhension de la vulnérabilité qui a été poussée par le chercheur, c'est un challenging aussi du chercheur. Néanmoins, il faut clairement voir aussi qu'on n'est pas à la place du client. Ouais. Le client a sa vision de la gestion du risque et surtout a sa vision de la connaissance de son SI et de tous les éléments qui seraient déployés sur son SI pour faire de la mitigation, pour faire du blocage, pour faire ces éléments-là. Donc, nous, on fait une analyse à froid de la vulnérabilité en fonction des risques. Néanmoins, le client, lui, connaît son produit plus que nous le connaissons. On est dans une posture au milieu entre le client qui connaît son système, qui connaît son produit et tous les éléments qui seraient déployés autour pour aller faire la limitation de risque, et le chercheur qui, lui, à froid, sans connaissance du tout du produit du client, va remonter une vulnérabilité. Donc voilà, il y a cet élément-là aussi. Cette notion de triage, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire seul. Le client peut faire le triage, mais forcément, il a un parti pris, puisqu'il est à l'origine du produit, c'est lui qui a créé le produit, c'est lui qui a mis en place les sécurités périmétriques, ce genre de choses-là. Donc, à un moment ou un autre, quand on lui remonte une vulnérabilité, il y a probablement une petite frustration en se disant, bah, tiens, là, j'ai pas fait ça et je me fais pincer. Donc, je suis pas content. Donc, éventuellement, je vais avoir le réflexe de vouloir diminuer la sévérité, ce genre de choses-là. Il y a, nous, notre équipe en interne qui va faire l'analyse, mais qui ne va pas connaître le produit et qui ne va pas être en contact, enfin, Yogosha va être en contact avec le client, et il y a le hunter qui, lui, pour le coup, va identifier une vulnérabilité et ne va pas être en contact avec le client. Donc voilà, il y a cette nuance-là aussi qui est hyper importante, de chacun à sa connaissance, à son niveau du produit. Et donc voilà, c'est nous, on recommande, on challenge, on conseille. Néanmoins, le client, lui, va avoir la décision finale. Par contre, on est en capacité aussi à un moment de dire au client, attention, là, probablement, il y a une vulnérabilité qui est impactante pour vous. Je suis désolé, vous avez fait une erreur, vous avez manqué un truc. Là, eh ben, vous vous êtes fait pincer, il va falloir payer. Par contre, utilisez cette dépense, utilisez cette vulnérabilité pour améliorer à la fois votre process de Secure by Design, améliorer votre process de CI/CD, améliorer votre process de test unitaire avant déploiement. Voilà. Il y a ce process-là qui est mis en place. Donc, cette notion de triage, c'est quelque chose qui est très, très compliqué. Maintenant, nous, on se positionne dessus. Les feedbacks qu'on a depuis 6 mois qu'on a mis en place cette brique, ils sont quand même plutôt positifs.
Donc, voilà, on sent qu'il y a une vraie volonté des clients d'avancer là-dessus. Et surtout, les clients nous disent, eh ben, le fait d'avoir un triage qui est fait externe, on n'a pas cette vision de l'interne où on peut être vexé parce qu'on a raté quelque chose. Et surtout, ça nous libère énormément de temps pour nous focus sur la remédiation. Parce qu'en plus, là, tu parles justement de Yogosha qui fait le triage à la place du client. Tu as aussi un scénar où, hormis les gens vexés, effectivement, chose que je peux comprendre, j'imagine que tu as aussi des gens qui se disent ok, le gars me reporte, je sais pas, une RCE, tu vois, méga critique qui compromet toute ma boîte entière ou quoi. Ou bref, ouais, ou juste son application. Tu peux aussi avoir des gens qui vont se dire ok, en fait, si jamais c'est reporté en tant que critique, moi derrière j'ai une politique qui fait que j'ai je sais pas 3 semaines, 1 mois pour patcher ça. J'ai pas les ressources, je peux pas. J'ai un projet qui est en build et qui doit sortir semaine prochaine, donc je peux pas en fait fixe le truc si je respecte par exemple la politique de ma boîte. Tu vas peut-être avoir des gens comme ça qui vont du coup essayer de downgrade complètement le niveau de criticité juste pour survivre dans la boîte où ils sont. T'as aussi ce danger-là. Mais du coup, est-ce que le fait d'avoir le triage chez le client, c'est pas juste super dangereux parce que il y a quand même un moment, même si ouais, vous essayez d'influer sur le niveau de criticité, au final, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui fait le triage, c'est lui qui fait énormément de choses. Et derrière, si jamais il reclasse la vulnérabilité, qui peut-être même limite un peu de mauvaise foi, qui commence à cacher des trucs ou autre, derrière, vous avez votre nom avec votre tampon sur un rapport qui dit non, en fait, c'est pas grave. J'imagine qu'au niveau légal, on peut venir vous embêter derrière, vous dire ok, en fait, ils se sont pris un ransomware qui a chiffré tout le parc et ils ferment la boîte. Vous avez fait un bug bounty juste avant, vous n'avez pas trouvé la vulne, comment ça se fait, tu vois? Enfin, est-ce que t'as pas ce genre de risque aussi au niveau genre business, tu vois, pur et dur qui peut être en place Alors, il y a ce risque-là, et c'est tout le sujet aussi de cette partie build. La partie build du programme et cette partie out of scope, où effectivement il faut des règles sur un programme de bug bounty, mais il faut limiter au maximum cette notion d'out of scope parce que ça peut justement être utilisé en disant bon bah je gave les types de vulnérabilités ou les types d'attaques qui ne m'intéressent pas parce que j'ai l'impression d'être mature sur ce genre de sujet-là et donc ça va pas m'intéresser. Et ça va limiter en fait les vecteurs d'attaque des chercheurs parce que les chercheurs côté Yogosha ils respectent les règles. Donc à un moment quand on leur donne une liste de 50 trucs out of scope, bah effectivement, ça limite beaucoup les vecteurs de détection des vulnérabilités. Donc à un moment, voilà, il y a ce sujet-là aussi, et c'est tout aussi l'approche côté Yogosha de cette notion d'accompagnement, où on met en place des personnes qui vont accompagner le client dans cette phase de construction du programme. On va bien sûr analyser le périmètre du client. On va bien évidemment, nous, parce qu'on est tous un petit peu curieux et qu'on vient tous aussi de la cyber, probablement essayer d'un petit peu titiller le scope pour voir comment ça répond. Et on va donner des recommandations aux clients en disant non, là c'est trop restrictif. Là probablement tu n'es pas mature pour un programme de bug bounty. Est-ce que tu veux pas qu'on fasse un petit pen test avant avec 1 ou 2 personnes où tu vas avoir cette notion de gestion de budget parce qu'on va te mettre une personne pendant 4 jours et tu sais combien ça va te coûter plutôt que de partir en bug bounty où là ça peut exploser. Donc voilà, c'est cette notion d'accompagnement, c'est cette notion de compréhension du périmètre et c'est cette notion aussi un petit peu in fine humaine de la gestion de risque et des interlocuteurs qu'on a en face. On a des interlocuteurs parfois qui sont extrêmement audacieux et on doit les réfréner en leur disant super, c'est bien, tu es mature, tu as l'impression que tu es mature. Néanmoins, nous, on a quand même mené 2-3 tests et on n'est pas forcément en phase. Donc voilà, on se détend un coup, on respire tous un grand coup. On met en place des petites étapes avant de lancer un bug bounty. Et là, tu auras un vrai ROI. Tu ne vas pas être frustré, tu ne vas pas être déçu. Voilà, c'est ce sujet-là aussi de prendre le temps de découvrir les interlocuteurs et de découvrir aussi le périmètre
vraiment être en posture de faire les meilleures recommandations possibles pour que ça soit un succès pour tout le monde, à la fois les chercheurs et à la fois le client. Ce point de triage, j'ai l'impression que c'est peut-être la partie la plus sensible, entre guillemets, de l'activité. Moi, je fais du pentest, donc j'arrive à comprendre le côté bien qualifié, tu vois, la vulnérabilité, les remédiations et autres. Ça, je le vois. C'est vrai qu'on n'a pas cette partie triage. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus succinct. En général, on part directement au client. La qualification est quand même plus simple. Mais ouais, ça a pas l'air ça a pas l'air, pas dire efficace, ça a pas l'air facile. Est-ce que du coup c'est compliqué d'arriver à maintenir une communication qui soit bonne, voire qui soit saine entre les hunters d'un côté, le client de l'autre, et même avec vous au milieu? Alors j'ai bien compris que vous avez plusieurs scénarios. Il y a des scénarios où c'est vous qui faites le triage, d'autres c'est le client qui fait le triage. Est-ce que donc toute cette communication, déjà, est-ce qu'elle est simple ou pas simple à mettre en place, et est-ce que suivant les scénarios, c'est plus ou moins facile à gérer? Le, le vrai sujet du triage, c'est l'argumentation. Euh, le fait de dire ok, je suis pas d'accord parce que ta métrique d'intégrité ou ta métrique de confidentialité, je vois pas trop. Très bien. Il faut justifier ce genre de choses-là. Et il faut à la fois justifier les sujets du point de vue du chercheur, qui va constater quelque chose, et il va aussi falloir du côté du client, quand il dit qu'il n'est pas d'accord, justifier et argumenter le pourquoi du comment. Aujourd'hui, j'ai eu typiquement un cas où il y avait un secret qui était accessible en clair dans un échange. Il y avait de l'HTTPS dessus et on a passé 20 minutes avec l'équipe produit du côté du client où effectivement le client disait bon bah le secret effectivement il passe, il est récupérable, il y a de l'HTTPS, néanmoins c'est étrange parce qu'il ne devrait pas se trouver là. Donc voilà, il y a tout cet échange qui est hyper important et moi je le vois de plus en plus avec les clients, ils se posent des bonnes questions et c'est là aussi où c'est extrêmement important d'embarquer dès le début, pas que les équipes opérationnelles sécu, mais les équipes métiers qui maîtrisent le produit et qui sont en capacité de répondre très rapidement et d'éclaircir les points qui seraient un petit peu obscurs parce que c'est vrai que un hunter qui intercepte une discussion sur une application et qui voit une variable qui s'appelle password deux points quelque chose, bon bah il va le remonter parce que théoriquement ça devrait pas être là, ça devrait être offusqué, ça devrait même pas être là. Donc voilà, il y a ce sujet-là. Donc le côté argumenté, avoir les bonnes personnes qui sont en capacité de répondre aux questions, d'argumenter et de rebondir et de répondre aux questions de l'un ou de l'autre, hein. C'est extrêmement important. C'est pour ça que nous, on met vraiment on soulève vraiment l'importance de la discussion et de l'échange sur la partie build, en disant voilà, embarquer les bonnes personnes, cartographier les personnes qui vont être impactées par ce programme-là, pas que les gens qui sont sécu, mais les gens qui sont produits, les gens qui sont métiers, pour pouvoir répondre rapidement et pouvoir lever les doutes très rapidement. Mais voilà, c'est tout le sujet du triage. On sait très bien que les gens qui sont métiers, qui sont produits, ils aiment bien rester dans leur bulle. Ils ont leur manager, ils ont leur Scrum Master qui leur donne des directives, qui leur donne un planning. Et effectivement, dès qu'il y a des éléments externes qui viennent un petit peu perturber ces éléments-là, ils sont pas forcément à l'aise. Mais voilà, c'est des éléments qui doivent évoluer. Et c'est nous aussi le côté pédagogie et le côté accompagnement qu'on doit pousser et qu'on doit absolument exiger pour que à la fois le produit, le client et les chercheurs soient contents et qu'on ait des échanges fluides qui durent pas une plombe en fait. C'est juste ça. Oui, c'est le maître mot qu'on rappelle à chaque fois au début
de kick-off, de bug bounty, etc. On va dire communiquer avec les pentesters, avec les hunters, pardon. Et je rebondis sur un petit échange qui a depuis quelques minutes sur le chat, le triage et les discussions par rapport aux différents rapports, à la criticité, etc. Ils sont gérés en exclusivité sur la plateforme directement, donc plateforme sécurisée. On est une boîte de cyber, donc les échanges sur Slack, ils sont ultra sommaire et on va pas parler d'informations confidentielles ou quoi que ce soit. Ça va être du ping. Est-ce que tu as pu consulter tel rapport sans indiquer le nom du client forcément. Et on reste sur la plateforme. Il y a la possibilité d'avoir cette interaction à la fois avec le hunter, à la fois avec le client, à la fois avec les équipes de triageurs pour le hunter. Donc c'est un canal qui est largement utilisé. Et au-delà de ça, même par exemple quand le client veut exporter ses rapports, donc avoir vraiment une trace libre à lui de le faire, une trace pour ses archives ou quoi que ce soit. Les commentaires sont aussi downloadés parce que ça permet aussi d'avoir un tracking de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est dit. Et cet espace est un peu sacré. Donc non, Slack, c'est du bonus et c'est pas sur ça que se fait le triage. Désolée si c'était pas clair avant. Non, c'était juste pas précisé, je pense que... Ouais. D'ailleurs, en écoutant ça, je me dis que du coup, la confiance que le client a en vous et que les hunters en vous doit être super important dans ce genre de discussion, parce que, et raison de plus, en plus si c'est des programmes qui sont privés, parce que si tu as un conflit par exemple sur un rapport en question, mais que les 2000 d'avant ont été acceptés sans souci et qu'il n'y a pas eu de problème, j'imagine que ton client va être plus enclin à accepter que sur ce truc-là, il n'a pas forcément raison. Et pareil pour ton hunter, si jamais ça fait 1 an et demi qu'il est en train de hunt sur ta plateforme et qu'à chaque fois ça se passe bien et qu'il y a une fois où il y a un client qui est casse-pied et qu'on demande un effort, j'imagine que ça se passe bien aussi. En vrai, ouais, c'est qu'une question de... Non, vas-y Mathieu. Non, mais on a une option sur le coup sur la plateforme de médiation. Demande de médiation. Et ça fonctionne et c'est disponible à la fois pour le hunter et à la fois pour le client. Donc là, on reçoit une notification sur un sujet et on va nous prendre la main, aller regarder, on va dire, le rapport, aller regarder les commentaires, aller regarder les échanges et aller essayer de justement faire de la médiation et de faire de la pédagogie et de l'explication entre les différentes parties qui ne sont pas d'accord. Et globalement, après, tu me diras Manon, toi de ton côté, parce que moi je suis pas sur tes sujets, mais moi ça s'est toujours bien fini en fait. Et c'est une fois de plus ce côté argumentation, discussion, échange. Et en fait, je comprends qu'il y ait des incompréhensions parfois. Je comprends que les gens ne soient pas alignés sur des sujets parfois, mais in fine, quand on discute, on trouve toujours la solution et les arguments, justement, et la clarté des différentes parties fait qu'en fait, on trouve l'explication et qu'il n'y a pas de sujet, en fait, et que tout le monde est d'accord et que ça se finit très très bien. Franchement, à titre très personnel, hein, notre équipe de triage, moi je l'appelle la Dream Team. Et c'est des gens qui sont passionnés de cybersécurité. Et donc en fait, même dans leurs interactions avec l'hunter de la communauté, ils parlent le même langage. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas une posture où on va essayer de défendre l'argumentaire ou le budget du client. On veut essayer de trouver une solution. Et parfois, ça peut s'étendre. Hein. Normalement, on essaye de trier assez rapidement pour justement avoir plus d'impact, que la correction soit faite assez rapidement. Mais s'il y a des sujets qui méritent réflexion, on s'accorde ce temps en fait. C'est important parce que déjà, il y a du travail qui a été effectué côté Hunter. Ce serait ridicule de fermer un truc parce qu'il faut absolument que ce soit fait vite. Et côté client, il y a la possibilité, pour une histoire d'incompréhension ou une pédagogie qui n'a pas été assez fine, de passer à côté de quelque chose de super important. Donc non, on peut laisser un rapport ouvert pour justement avoir ce temps. Autre exemple, tu peux trouver une faille et pas encore avoir l'exploit. On laisse aussi la possibilité, dans les commentaires, toujours sur la plateforme, au hunter, s'il nous dit « je pense être sur une bonne piste », on laisse la chose ouverte et on voit ce qu'il peut en tirer en fait. Ok, c'est plutôt clair, ma foi. je pense que j'ai du plus tôt alors.
Non, non, je n'ai plus de questions. C'est que ça doit être plutôt clair, effectivement. Très bien. On va changer un tout petit peu de sujet. Si on parle un peu de tout ce qui est événements autour de la communauté hacker en général, cyber, est-ce que vous participez à certains événements en particulier? Alors, on va parler live event forcément pour du bug bounty en live, mais pas que, ça peut être aussi des salons ou des événements sur lesquels vous allez participer, ou je sais pas, vous envoyez des teams CTF ou ce genre de choses-là. Qu'est-ce que vous faites côté communauté? Mathieu? Oui, on participe comme tu l'as dit, à des live hacking events. Donc on a participé à un live hacking event et ça faisait la quatrième année consécutive qu'on y participait à la RotetCon en Espagne. Et donc là, il y a à la fois des hunters de... Cette année, c'était thème Pokémon. Je sais pas si vous avez les droits, mais en tout cas, c'était thème Pokémon. Et on organise donc cet événement en partenariat avec la RotetCon. Et cette année, il y avait à peu près une centaine de hunters. Donc c'est à la fois des gens de notre communauté et à la fois des gens qui peuvent hacker sur d'autres plateformes, mais qui pour le coup sont invités à hacker cette nuit-là sur la plateforme Yogosha, sur des programmes de nos clients. Donc ça permet de créer justement cet aspect communautaire que je trouve ouf, pour avoir ce regard un peu plus frais, pas très ancienne dans le milieu. Donc c'était très chouette. Et ouais, on en fait d'autres, pareil à l'international. Donc il y a le JISEC auquel on participe. Mathieu, tu y as été, donc there you go. À toi de parler. Au-delà des événements sur lesquels on a participé, c'est clairement, en tout cas, dans le monde du bug bounty et dans le monde de la cyber, les événements, on va dire, for real, les salons, les CTF, ce genre de choses-là, c'est quelque chose d'extrêmement important, que ça permet de mettre en fait limite un visage sur une personne avec qui on a discuté. Alors moi, à mon époque, c'était IRC, donc voilà, c'était quand même assez incroyable à un moment de se rencontrer et de dire ok, attends, c'est toi derrière le pseudo, c'est génial, etc. Tu m'as aidé sur plein de choses, tu as fait de la pédagogie, tu as pris du temps, etc. Bon voilà, c'est le sujet. Et oui, aujourd'hui, même sur le sujet du bug bounty, en fait, c'est hyper important parce qu'il y a ce côté extrêmement pédagogique et côté fidélisation qui est très très important, de pouvoir mettre les experts qui interviennent sur un périmètre et le client qui, in fine, est tout de suite là et qui peut, déjà dans le concept de rapport qui serait remonté, faire un triage qui est en immédiat. Donc ça, c'est hyper important. Mais surtout, c'est ce côté échange. De dire, attends, mais super, là, mec, tu m'as trouvé un truc, c'est incroyable, comment t'as fait? Est-ce que tu peux aller plus loin? Montre-moi. J'ai besoin d'avoir d'éléments. Et voilà, il y a le côté pédagogie, il y a le côté échange, il y a le côté aussi où on casse cette distance du chercheur qui est de son côté et du client qui est d'un autre côté, avec une plateforme au milieu. Là, en fait, on rassemble tout le monde au même moment pendant un moment extrêmement intense, alors que ça soit 8 heures, que ça soit 10 heures, que ça soit 24 heures. Et voilà, il y a ce vrai sujet-là. Et puis aussi, il y a le sujet des clients qui vont beaucoup plus jouer le jeu, qui vont être beaucoup plus audacieux sur des événements comme ça, parce qu'ils vont avoir conscience que c'est sur un temps limité. Et donc, ils vont avoir tendance à exposer beaucoup plus de choses, à se découvrir beaucoup plus, à fournir beaucoup plus d'informations, parce que justement, c'est un moment contrôlé. Donc oui, clairement, c'est une volonté, et ça on le voit hein, sur toutes les plateformes qui investissent beaucoup sur ce genre d'événements en live. Donc nous, on a la volonté de continuer sur notre lancée et bien évidemment d'augmenter la fréquence de ces événements-là. Ouais. Et pour le coup, c'était ma première édition à la RotetCon et l'aspect échange dont Mathieu a parlé, il était vraiment visible. Il y avait un client qui était donc venu avec de l'hardware et il y a 2 hunters qui ont passé presque l'ensemble de la soirée, donc quand même de 20h à 8h du mat,
avec le client, à essayer de trouver des failles, ultra intéressantes. Tu les voyais, à la fin, ils se sont serrés la main. À un moment, il y avait un des 2 hunters qui donc vraiment s'est focalisé sur le programme, qui était debout. Limite, il aurait un PowerPoint derrière, c'était la même vibes. Donc il y avait vraiment cet échange et c'était super intéressant à voir. Ok, ok. Non, c'est vrai que c'est cool à voir. J'ai pas encore. On n'a pas encore vu de live Bug Bounty en backstage, on va dire. On y a assisté très rapidement à l'OAC 2023. On a fait un petit détour quand on était là-bas, mais j'avoue que ouais, voir les backstage, ça pourrait être intéressant. On va cuisiner ça, voilà. Bien. Les backstage d'un live hacking event de 12 heures, tu vas voir des gens quand même qui sont globalement très fatigués. Franchement, j'ai des photos, j'ai réussi à dormir dans des positions qui étaient Bon, pointe-toi avec, mon dos le lendemain. Mais... pointe-toi avec beaucoup de café et du Doliprane, quoi. Exact. Parfait, c'est tout ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre côté communauté? On a parlé un petit peu tout à l'heure de Hack for Values. Qu'est-ce que c'est? Je suis un newbie, je ne connais rien à tout ça. Qu'est-ce qui se passe? De quoi on parle? Alors, Hack for Values, initiative qui a été initiée, on va dire, par Yogosha et par Mano Mano il y a quelques années déjà. Aujourd'hui, association 1901, on passe, on espère d'être reconnu d'utilité publique. L'objectif, c'est de faire du pro bono pour les ONG, les associations, où on va mobiliser la communauté, en l'occurrence Yogosha, pour aller faire la détection de vulnérabilité sur les infrastructures, sur les périmètres des associations, parce qu'on se dit que, in fine, ces associations-là, elles ont autre chose à faire que de dépenser du budget pour assurer leur cybersécurité, parce que le budget qu'elles dépensent pour leur cybersécurité, c'est le budget qu'elles ne dépenseront pas pour aider d'autres personnes. Qu'il y a des associations aussi avec lesquelles on fonctionne, qui ont des personnels qui sont déployés sur des territoires qui sont en conflit. Donc on se doit aussi absolument de préserver, on va dire, presque la vie dans certains pays de ces personnes-là. Donc on est parti du concept de se dire à un moment, pour résumer, pour vulgariser un petit peu, que 364 jours par an, les chercheurs peuvent travailler pour des primes et qu'une journée par an, ils peuvent travailler en mode pro bono pour un petit peu sécuriser ces associations-là. Donc aujourd'hui, cette association, elle commence à devenir indépendante. C'était à l'initiative de 2 structures, donc Yogosha, Mano Mano. Aujourd'hui, on se détache. Je suis membre de l'association, donc je peux en parler. On se détache aujourd'hui de ces 2 entités-là pour devenir vraiment autonome. Dernièrement, on a été chaleureusement accueillis par le ministère de l'Économie et des Finances à Bercy pour organiser un live hacking event où on a réussi à rassembler une 50aine de personnes qui ont œuvré pendant une journée à identifier des vulnérabilités pour les associations. On avait 4 associations. Pour donner un petit peu de KPI, il y a 120 vulnérabilités globalement qui ont été remontées sur cette journée-là. Donc je vous laisse imaginer en tant que professionnel de la cyber le gap que ça a permis de faire pour ces associations-là, et pour les participants, et pour les bénévoles, et pour les donateurs, parce qu'il est extrêmement important de protéger aussi ces personnes-là. Vous imaginez bien que typiquement des donateurs d'Amnesty International qui seraient dans des pays en conflit, ils sont quand même à risque, ces gens-là. Donc voilà, c'est l'initiative qu'on essaye de pousser. On accueille tout le monde du monde de la cybersécurité qui voudrait participer à cette initiative-là. On a un site qui est disponible, le hackforvalues.eu. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit message. N'hésitez pas aussi éventuellement à faire un petit don si vous en avez l'occasion. Voilà, ça nous aidera à faire avancer ce sujet-là. Et au-delà de ça, en parallèle, parce que il y a un sujet qui est aussi extrêmement intéressant sur le côté Hack for Values, c'est qu'au-delà du fait qu'on essaye de donner du temps pour protéger ces associations-là,
On essaye aussi de travailler à un niveau, on va dire, qui est un petit peu plus important sur le fait de essayer de faire reconnaître les remontées de vulnérabilité et donc les protections de ces associations-là comme un don à une association et donc comme éventuellement quelque chose qui serait déductible fiscalement. Donc voilà, on a aussi besoin de tout le support qu'on peut avoir sur ces sujets-là, parce qu'on a des hackers éthiques qui ont besoin de reconnaissance. On a ces actions-là qui sont pro bono, faites par des hackers éthiques qui bénéficient à des associations, qui pourraient mener à un moment à considérer le fait que une vulnérabilité critique sur une infrastructure d'une association pourrait être reconnue comme un don. Donc voilà, il y a tous ces sujets-là aussi qui sont un petit peu sur la table. Donc bienvenue à tous les bénévoles et à toutes les personnes qui voudraient participer à cette initiative. Et pour le coup, il y a une des personnes ayant participé à l'événement Hack for Values à Bercy qui était présent sur ton plateau, si je peux dire plateau. Donc t'accueilles du beau monde, hein. Ah oui, d'accord, très bien, c'est bon, je revenais très bien. Effectivement, on accueille beaucoup de beau monde et vous en faites partie du coup maintenant, donc voilà, c'est parfait. Wow. C'est parfait. On est flattés. Ah, voilà. Alors, donc, je viens de vous flatter, donc je vais poser une question qui va être méchante, voilà. Je vais être le bad cop maintenant. Non, alors, si je me fais l'avocat du diable, on va parler écologie 2 secondes. Il y a certaines boîtes qui font du greenwashing avec l'écologie, justement, qui se font afficheurs de valeurs, on va dire, plus qu'elles s'intéressent au côté écolo. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à des personnes qui diraient ça, par exemple, pour Hack for Values, qui diraient, ok, en fait, c'est gentil, ils font des trucs ONG, machin, mais est-ce que c'est pas juste quelque chose pour se rendre cool et sympa aux yeux des clients, par exemple, tout simplement, et voilà, se faire briller, on va dire, sur une action qui paraît caritative. Voilà, je cherchais le mot. C'est cynique, hein, mais pourquoi pas. Quelqu'un qui aide Amnesty International ou qui aide Action pour la faim, honnêtement, je ne saurais pas quoi répondre à cette question. En fait. En vrai, j'ai envie de répondre peut-être de manière assez vulgaire, mais on s'en fout. Enfin, même sur plein de problématiques, que ce soit greenwashing, social washing, tu trouves ça aussi sur le feminist washing ou quoi que ce soit. En vrai, c'est un petit peu c'est irritant, hein, je peux le comprendre. Mais tu trouves ça partout. Là, pour le coup, même Mathieu l'a évoqué, c'est quelque chose qui se distance aussi du Gaucha. Donc, on a donné le premier souffle, et ensuite, il y a un vrai projet qui se crée. Enfin, c'est déjà un vrai projet, mais un truc indépendant qui se crée. Et en fait, c'est quand même la finalité qui est le plus important. Pour avoir été présente lors de Bercy et avoir vraiment parlé aux associations, j'ai passé un petit peu de temps avec ceux de médecins de SOS Méditerranée. C'est des vrais projets qu'il y a derrière. C'est des vraies vulnérabilités qu'on remonte. C'est de la vraie protection qu'on va apporter aux différents donateurs de ces associations. Donc, pourquoi on le fait? On s'en fout. Est-ce que ça a de l'impact? C'est ça qui doit être retenu, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. À titre personnel, en tout cas. Éventuellement, les personnes qui pensent ce genre de choses-là, volontiers, je les mets en contact avec les associations pour qu'elles en discutent, en fait. Ouais. Mais là, honnêtement, c'est un peu chercher la petite bête. Il y a des gens pour qui c'est un sport quotidien. On a besoin quand même aujourd'hui, hein, dans notre société, dans la vie d'aujourd'hui, qui n'est pas forcément très très simple d'avoir un petit peu des valeurs. Bon, voilà, ça c'est une valeur. Très bien. Très bien, très bien. Ok, on va passer un petit peu plus sur le futur du bug bounty et de la cyber en général. Qu'est-ce que vous pensez que les
plateformes de bug bounty ont eu comme impact sur le monde de la cyber? On va commencer à se diriger lentement mais sûrement vers le côté ubérisation forcément à un moment. Mais est-ce que vous pensez que c'est un impact qui est 100% positif et en fait juste on améliore la sécurité des boîtes, on répond à un besoin et tout le monde est content, et les hunters aussi ont un mode de travail qui peut être un peu auto-entrepreneur, ce genre de choses-là? Ou est-ce qu'il y a quand même quelques petites parties qui peuvent être des dérives, notamment l'ubérisation, ou peut-être certaines entreprises qui sont pas assez matures et du coup qui n'y arrivent pas? C'est quoi votre take là-dessus? Je laisserai Mathieu répondre à la question parce qu'il aura plus d'historicité par rapport à l'évolution du milieu. Mais pour ce qu'on peut apporter à la communauté cyber, j'aimerais juste parler d'un tout petit projet. Enfin, tout petit projet, d'une petite chose qui peut sembler être une digression, mais pour moi qui s'inscrit dans ta question. On parlait tout à l'heure de pédagogie, du fait qu'il fallait former les organisations qui avaient besoin d'être sécurisées, mais il y a aussi un énorme besoin donc de main-d'œuvre en cyber. Et Yogoja a décidé aussi de s'inscrire dans cette démarche-là. Et on a mis en place, c'est encore assez embryonnaire, mais j'espère que ça va prendre de l'ampleur, ce qu'on appelait du bug bounty pédagogique. Donc on va auprès des facultés, même on a commencé à avoir de gros projets avec des lycéens. Donc des étudiants et des lycéens vont être inclus dans des projets d'abord de CTF. Donc comme ça, on sélectionne ceux qui ont vraiment une appétence pour la cyber et qui pourront trouver des choses sur du bug bounty, donc qui ont déjà quelques skills, formés souvent en autodidacte en plus, ou alors pour le cas d'étudiants qui ont déjà commencé à recevoir des bonnes bases de formation, mais qui souvent sont formés aussi de manière assez indépendante sur le côté cyber. Et donc bref, on les sélectionne avec le CTF, et ensuite on les met sur des programmes de bug bounty pédagogique, donc c'est très cadré. Et en fait, ça donne cette appétence, et ça montre aussi que hacker éthique, ça peut être un métier. Et donc c'est ça qu'on essaye d'apporter à la communauté cyber, de l'élargir, de former peut-être, c'est un peu ambitieux dit comme ça, mais de former un peu la prochaine génération. Et j'ai pas de fin à cette phrase. Mais voilà. C'est bon. Bravo Manon. Ouais, pour rebondir, oui, effectivement, on a quand même un bel avenir devant nous en termes de plateforme de bug bounty, parce qu'on répond à un besoin aujourd'hui qui n'est pas comblé par les entreprises, parce qu'on a un déficit de personnes, et parce que probablement les personnes qu'on arriverait à staffer, on ne les considère pas correctement. Gère pas correctement. Moi, j'ai plusieurs expériences d'experts en cyber qui étaient des gens extrêmement techniques, et qui, au bout de 4 ans, on leur a dit bah, écoute, si tu veux évoluer dans l'entreprise, tu deviens manager. Je ne veux pas devenir manager, je veux faire de la technique, je veux casser des systèmes, je veux m'introduire partout, je veux apprendre des nouvelles choses, et je veux en plus que probablement 10% de ma semaine, tu me la laisses sans mission pour que je fasse de la R&D et que je me forme. Donc voilà, oui, effectivement, on a un marché aujourd'hui pour toutes ces raisons-là, et je pense que ça va continuer parce qu'in fine, en plus, on a un vrai ROI. Le format bug bounty, malheureusement, fait que tu n'es pas le premier, et bah, tu ne gagnes rien. Donc pour le client, c'est aussi extrêmement important, dans le sens où les gens ne trouvent rien, je ne paye rien. Voilà. Donc voilà, il y a ce format-là, il y a ce qui fait que c'est intéressant pour tout le monde, et en même temps, et bah, in fine, ça donne aussi la chance à n'importe qui de pouvoir performer et de pouvoir gagner quelque chose. La cyber a toujours été un système où on a été un petit peu dans les carcans, on va dire, des trucs très très classiques, pour accéder à un poste, il faut être diplômé. La cyber a justement toujours été un petit peu en clash là-dessus, en disant tes certifications, tes diplômes, tes machins, ouais, ok, c'est super. Maintenant, bah, je te mets devant un poste de travail, je te demande d'atteindre un point. Si tu arrives à l'atteindre, très bien, tu es engagé. Bravo. On le prend, il n'y a pas de sujet.
voilà, on est dans cet écosystème-là un petit peu qui est un petit peu en difficulté parce qu'il manque de ressources et en même temps avec cette petite ouverture de se dire tout le monde est le bienvenu. Et tu as reçu dans une émission précédente un mec, enfin deux mecs que j'adore, Brice et Victor. Tu connais le passé de Victor? Il vient pas de la cyber. Non. Et c'est un mec qui est super bon. Bon, bah voilà, c'est l'exemple parfait de qu'est-ce qu'on peut faire en cyber, et qu'est-ce qu'on peut attendre de profils comme ça, qui sont juste curieux et qui à un moment vont s'intéresser à un sujet et ils vont y aller à fond. Tu penses que c'est un prolongement en fait un peu des plateformes d'apprentissage type Hack the Box ou les trucs qui sont très, très libres en fait, où juste tu as besoin d'un PC, tu te connectes et tu t'apprends. Le monde du Bug Bounty pour vous c'est un peu le step, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Ah, c'est intéressant. On a une question qui parle formation là, elle est formulée bizarrement mais elle est intéressante. C'est vrai qu'en France on a enfin pas qu'en France hein, d'ailleurs un peu partout, on a l'impression qu'il y a un peu une dissonance en fait sur le marché du recrutement où on a beaucoup de newbies qui arrivent avec des compétences très basiques et qui ont du mal à trouver un premier poste. Et pourtant, en fait, on entend toute la journée, oui, il y a une pénurie énorme de talents dans la cyber, etc. Et il y a beaucoup de... Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn, des gens qui râlaient parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver du taf alors qu'on leur rabâchait depuis 4 ans que c'était en pénurie. Il y avait de la grosse frustration là-dessus. Est-ce que vous le constatez un petit peu vous aussi? Est-ce que des plateformes de Bug Bounty peuvent aussi répondre à ça, c'est-à-dire sortir des profils, comme tu disais, comme Victor par exemple, qui sont très atypiques et qui vont juste avoir une spécialité, tu vois? Ça peut faire partie de la réponse aussi, ces plateformes, ouais. Clairement, le vrai truc que moi j'adore côté de la communauté Yogosha, c'est tout ce qui se passe sur le Slack de la communauté en fait. C'est toute cette entraide, c'est tous ces conseils, c'est tous ces petits messages, c'est tous ces blagues, etc. que je lis tous les jours sur le fait d'un mec qui pose une question, t'as 14 gars qui répondent en donnant 10 GitHub différents, en donnant 3 méthodes différentes, en disant ok, bah, on est chaud pour avoir ton feedback après tes expérimentations, etc. Voilà, c'est cette notion et c'est moi aussi ce que j'ai vécu dans la cyber. À un moment, on arrive tous noobs. Et on est bien content de trouver un mec qui est skillé et qui va se dire ok, eh ben, je vais pas le considérer comme un noob, je vais prendre du temps. Et si le mec il est valable, eh ben, en fait, je vais l'accompagner et je vais le faire monter en compétences. Et on a encore cet esprit-là dans la commu cyber. Le problème, c'est que les entreprises n'ont pas cet esprit-là, n'ont pas compris ce concept-là. Ça veut dire que, ok, tu peux avoir un diamant brut qui va arriver, qui est volontaire, qui est curieux, qui a envie de se défoncer, qui va pas compter ses heures. Par contre, si tu lui dis pas, eh ben en fait le mec, eh ben soit il va se barrer, soit en fait tu vas complètement le détruire. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui on a un déficit dans les entreprises de profils cyber, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à comprendre ces profils-là et à les accompagner. Ça me semble assez juste. Je suis relativement d'accord. Toujours avec des pincettes. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme question? On a bien élagué. Hein. Je dois dire qu'on est très efficace. Oui, celle-là je l'aime bien. Celle-là je l'ai rajoutée à la fin, je l'aime bien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, alors un peu en mode anecdote ou si vous pouvez, d'être dans des conversations avec des clients, des institutions ou autres, et de vous rendre compte qu'on vous prenait pour une plateforme qui venait du darknet en mode ultra shady avec des capuches ou quoi. Est-ce que vous avez eu des conversations vraiment lunaires où on vous demandait est-ce que vous allez nous cambrioler, oui ou non? Ça nous était pas adressé à nous. Ah ouais, toi t'as vu Mathieu? Moi j'ai pas eu sur Yogosha en tant que tel. Sur la communauté de hackers, comme on le disait tout à l'heure, oui un petit peu. Caracapuche, blablabla. Donc ça, on essaie de débunker ensemble avec le client. C'est laborieux, mais ça fonctionne. Mais Mathieu, si t'as du truc du plus croustillant, je t'en prie. Alors, j'ai pas du plus croustillant, mais pour donner le contexte, c'est vrai que bon, je pense que vous m'avez vu et vous m'avez
il y a un peu, donc je suis pas le mec qui met des chemises et des costards, donc effectivement, je suis souvent en suite, etc. Donc même dans des rendez-vous clients, et que oui, on a tendance à dire que la première approche, c'est Mmh. souvent la bonne. En fait, c'est pas du tout ça. Mais oui, j'ai eu souvent à me confronter à ce genre de sujet-là, de: «Oui, mais vous êtes une plateforme, vous n'avez pas les gens en interne, Mmh. c'est des gars, on sait pas d'où ils viennent, vrai, en plus, il y a nos collègues qui nous ont parlé, de l'expérimentation qu'ils ont fait, ils se sont fait éclater, donc nous, on a peur», ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a ce côté, voilà, de clarification, de transparence, qui parfois dans certaines structures, sont à faire du début à la fin. Parce que tout simplement, les gens n'ont pas la culture Hmm. de la cyber. Encore aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous avec un client qui me dit: «On a pris une solution tierce». Heu, bon, on s'est dit quand même, on va regarder un petit peu le code de la solution tierce. Sans mentir, le code, il datait de 2002. Bon, voilà. Heu Et il y a Ouais. des fossés, qui sont parfois assez incroyables, soit, sur, la perception que les gens ont de la cybersécurité, soit, de la maturité des produits, qu'on va sourcer à un moment, quoi, et qu'on va vouloir intégrer dans des SI qui sont matures. Donc ouais, il y a ces fossés-là qui sont parfois assez incroyables. Hmm. Y a aucun de vos clients qui a essayé de vous payer en Monero, en Bitcoin ou quoi? Non, il n'y a pas eu ce genre de... Non. Si Ok. seulement, Ouais. si si seulement ça aurait été intéressant, hein, en bitcoin, ça aurait été intéressant, hein. Mmh. Bah, Bitcoin c'est traçable, hein. C'est ouais, compliqué, mais Oh! ouais. Bon, allez, très bien. Allez, c'est pas le sujet. Euh, niveau maturité des entreprises, alors je vais juste parler du bug bounty, là, pas du reste de la cyber. Euh, Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ça commence à être assez accepté quand même? Est-ce que vous arrivez régulièrement à avoir des conversations qui sont bien constructives avec des clients qui sont assez matures? Euh, alors, on a déjà un peu parlé de tout ce qui est entreprise, etc. Niveau institution, ce que tu nous disais tout à l'heure, ça se fait de plus en plus, non? C'est de plus en plus mature. Tu vois une réelle différence dans tes discussions avec du top management, ce genre de personnes, ouais? Ouais, 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 clairement, c'est un modèle qui, heu, qui aujourd'hui est connu, qui pour le coup, en tout cas dans les institutions, une fois qu'on a eu une expérience ou 2 qui est réussie, on n'a plus à justifier, de la réussite de ces expériences-là, et donc du coup, qui a volonté aussi parce que, dans les institutions régaliennes ou dans les ministères ou dans les collectivités, et cetera, il y a un moment une autorité aussi qui va dire, bah, nous, on a eu 2 expérimentations qui étaient efficaces, qui étaient bonnes, donc vous appliquez, et je vous laisse pas le choix, en fait. Donc oui, clairement, et en fait, in fine, on voit le ROI, tout de suite pour des structures, alors que ça soit des collectivités territoriales ou que ça soit pour des entités régaliennes, malgré qu'ils soient passés par une phase de conformité avec des audits passifs, ce genre de choses-là, quand on passe derrière, on trouve toujours des choses. Hmm. Donc bien évidemment qu'aujourd'hui ce format-là, du bug bounty, vient compléter une chaîne de certification et de conformité qui débute, par, des good practices, du secure by design, qui passe par un audit, PACI, qui passe par une gestion de risque et de conformité, un EBIOS, un machin, et aujourd'hui cette notion de bug bounty arrive en bout de chaîne, mais elle commence à être de plus en plus intégrée et de plus en plus systématique. Hmm. Ok. Si on regarde un peu dans le futur de la tech en général et du métier, selon vous, est-ce qu'il y a des domaines qui vont exploser au niveau bounty pur et dur? Alors, forcément, il y a le sujet de l'IA qui accélère beaucoup en ce moment. Est-ce que ça va être un des sujets majeurs? Je faisais des blagues sur de la crypto tout à l'heure, mais tout ce qui est Web3, est-ce que c'est un des sujets que vous voyez de plus en plus arriver? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres sujets qu'on ne voit pas encore, mais que vous commencez à voir en demande chez vos clients?
Le côté IA, ouais. Ouais, le côté IA, ça commence à titiller un petit peu parce que tout le monde veut en intégrer. Ouais. Personne ne sait trop comment l'intégrer. On ne connaît pas encore les effets de bord, les limites, les risques là-dessus. Donc il y a un vrai, il y a un vrai sujet dessus. Mais plus globalement, en fait, hein, même pour les institutions un petit peu à l'ancienne, ce genre de choses-là, il y a cette volonté depuis 5-10 ans de digitaliser tous les services, en fait. De centraliser aussi tous les services qui étaient peut-être un petit peu éparpillés, d'en faire des plateformes multiservices. Donc oui, il y a ce vrai sujet à la fois de peut-être ouais, l'IA, mais surtout le côté d'aller digitaliser tout et d'en faire des applications mobiles et des sites web pour centraliser les choses et pour éviter aussi d'avoir des services dans tous les sens. Donc, ouais, il y a cette vision-là, ouais. Sur la partie IA, alors il y a eu la vague ChatGPT qui a fait qu'il y a eu beaucoup de, malheureusement en plus de désinformation aussi autour de ça et de fausses bonnes idées, comme on en voit plein dans le chat là. Mais on remarque quand même, si on regarde sur le spectre de la sécu, on a de l'IA dans les antivirus, on en a dans les EDR, on en a dans le développement, tout ce qui est copilot, etc. Il y a ChatGPT, il y en a dans la finance, enfin, en fait, il y en a un petit peu partout. Euh, Est-ce que c'est pas juste naturellement un domaine, une spécialité qui va devenir aussi courante que ce qu'on dit de l'IoT ou de l'OT ou du web. Demain, on aura 30% de la plateforme, ça sera juste de l'IA qui sera implémentée dans les anciennes solutions qu'on connaissait bien, mais juste à un moteur, t'as un LLM, t'as un truc, enfin voilà. En toute transparence, on a des sujets côté produit tech avec de l'IA côté Yogosha. Je pense que c'est un sujet dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. On a vu certains de nos concurrents qui ont d'ores et déjà implémenté des briques fonctionnelles avec de l'IA. Clairement, alors est-ce que ça sera, efficace? Est-ce que ça sera intéressant? Je ne sais pas. Après, l'IA, la problématique, c'est le training. La train correctement. Le sujet cyber, il est particulier. Donc, train de l'IA intelligemment sur la cyber, je ne vais pas dire que ça va être demain, mais ça va être probablement après-demain. Et oui, il y a des vrais sujets dessus. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'utiliser de l'IA, par exemple, à tout hasard pour la partie triage, par exemple, pour identifier correctement les remontées de VUN, je sais pas, vérifier des rapports ou trouver des bonnes formulations, ce genre de trucs-là. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou pour vous, c'est 100% humain, faut qu'il y ait de la communication et de l'humain là-dedans? On ne coupera pas la communication. Vas-y, Manon. Mais pour trouver plus rapidement des duplicates ou des choses comme ça, ouais, ça peut être une bonne aide. Mais remplacer totalement le fait d'interagir avec le hunter, de valider son travail, etc., ça dénaturerait un peu le truc. Mais après, je sais pas, c'est juste... Pour l'attaque surface management, typiquement, je pense que l'IA pourrait être archi efficace. Ouais, grave. Pour du shadow IT, je pense qu'elle pourrait être archi efficace. Maintenant, de l'analyse de report, vraiment dans la finesse des mots, entre une vulnérabilité potentielle et une vulnérabilité avérée, il va falloir du training. Très bien. Alors, on va pas parler de l'ubérisation au final. Bon. Alors, on pose cette question à chaque fois parce qu'en fait, c'est un truc qu'on entend, c'est un truc qu'on voit pas mal dans les médias aussi. C'est le genre de terme qui accroche pas mal, hein, un peu comme ChatGPT d'ailleurs. Est-ce que pour vous, le bug bounty, c'est une ubérisation de la cyber ou est-ce que juste c'est un modèle qui est différent, qui répond à un autre besoin et on n'a pas besoin d'appeler ça ubérisation forcément? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans l'ubérisation, il y a quand même une notion de reproduction. Peut-être que j'ai une définition qui est un peu trop ancienne, mais
de reproduction d'inégalités sociales, donc de reproduire une situation où les personnes qui sont dans ce système-là ne gagnent pas très bien leur vie. Pour le coup, sur le bug bounty, il y a des personnes qui font ça exclusivement et qui gagnent très bien leur vie grâce à ça. Donc il y a quand même une grosse différence entre les personnes dans le système Uber et les personnes qui font du bug bounty. Ça, c'est le premier grand trait sur lequel je pense qu'il faut insister. Et j'ai perdu le fil de ma pensée, pardon, je commence à fatiguer, Mathieu. Ubérisation, j'ai pas l'impression, vu l'engouement Ouais. qu'il y a sur toutes les plateformes de bug bounty sur les demandes d'entrée et plus particulièrement sur nos demandes d'entrée. Je pense qu'entre 2024 et 2022, on est à plus 150% de volonté d'entrer dans la plateforme. Donc j'ai pas l'impression que cette notion d'ubérisation, de baisser ou d'utiliser de façon anarchique et industrielle des cerveaux pour détecter des vulnérabilités, ça impacte les gens. Ils sont plutôt justement en train de se dire que là, il y a peut-être une sorte d'Eldorado, une carte à jouer, justement parce qu'on ne leur demande pas forcément de diplôme, de certification, de montrer patte blanche ou quoi que ce soit. Bah là, les gens se disent: «OK, moi je passe mon test d'entrée, je vais avoir accès à des périmètres et je vais pouvoir potentiellement me faire une vulnérabilité faible à 500 balles et puis une vulnérabilité critique à 8 000». Mmh. Mm. Et puis, si on parle vraiment du profil des hackers éthiques qui sont sur ce type de plateforme, c'est souvent des personnes qui ont des jobs à côté et donc qui font ça en bonus. Ça peut être à la fois pour avoir pour l'attrait financier, avoir un petit bonus de salaire, disons. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi une partie training et développement de nouvelles skills sur du bug bounty avec des scopes qui peuvent varier. Et puis, c'est du try hard, donc tu vas te frotter un scope, ça se trouve qu'il va rien se passer. Et ou autrement, ça, tu peux développer de nouveaux exploits, tout ce genre de choses. Donc, sur cette terminologie très exacte de l'ubérisation, je Mm. pas totalement d'accord. Il y a, ouais, à titre personnel, je suis aussi assez d'accord avec ça. Après, en fait, c'est vrai qu'il y a cette partie dépendance et travail peu rémunérateur et très galère, etc. dans le mot ubérisation. Il y a aussi ce qu'on voit ici, le côté auto-entrepreneur, donc sans contrat de travail réel et peut-être la sécurité de l'emploi en moins. C'est peut-être là-dessus où la limite est peut-être un petit peu plus floue. J'imagine que les hunters, quand ils sont chez vous, ils n'ont pas de réel contrat. Ils peuvent sortir du programme ou y rentrer entre guillemets du jour au lendemain. Ouais. Est-ce que c'est pas ça du coup ce que disent certains médias et ouais. Je sais. Alors, je sais pas trop comment aborder le. Ouais. En fait, le terme ubérisation, il a quand même une notion très péjorative et à juste titre. Reproduction des inégalités sociales, c'est pas quelque chose qu'on aime. Et sur l'aspect entrepreneuriat auto-entrepreneur sans contrat de travail, c'est quand même quelque chose que les gens vont rechercher en fait, parce que ça s'additionne avec leur activité principale. Donc contractuellement, c'est quand même plus facile de faire du bug bounty que du pentest sur le côté. On a certaines personnes qui ont un job et qui font aussi des pentests sur le côté, et il y en a d'autres qui ne peuvent pas faire ça pour des raisons de clause de confidentialité, clause de non-concurrence, ce genre de choses, alors que le bug bounty, c'est quand même beaucoup plus accessible. Donc, il y a cette porte qu'ouvre le bug bounty et qui est plutôt positive que négative. Ensuite, sur la sécurité pour le futur, comme je le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui font ça à temps plein. Donc, ça veut quand même dire que s'il y a de très bonnes skills, il y a moyen d'avoir un job stable. Avec un revenu variable en fonction des invitations au programme que tu vas recevoir, en fonction de si tu as eu de la chance et que tu as trouvé des bonnes vulnérabilités. Mais globalement, pour les retours qu'on a eus, ça se passe bien pour eux. On a aussi des exemples dans la communauté
de gens qui sont rentrés peut-être voilà, hein, sur un statut précaire avec cette vision de se dire ok, je vais avoir un bon coup, je vais avoir un truc qui va me faire rentrer quelque chose. Mais surtout, en fait, ça a été. Et moi, j'ai eu des feedbacks comme ça de chercheurs qui m'ont dit bah, écoute, sur ce programme-là, moi, j'ai énormément appris. Ça m'a permis de passer une certification, ça m'a permis de trouver un job. Ouais. Donc, voilà. Il y a aussi ce côté-là qu'il faut voir, qu'il faut dire. Il y a peut-être aussi une responsabilité du côté média ou enseignement ou autre à peut-être communiquer aussi avec des jeunes hunters qui commencent en leur disant bah, va peut-être essayer de trouver un job un peu stable au début, tu te mets sur Bug Bounty à côté et une fois que tu vois que t'as les skills qu'il faut pour faire du hunting à temps plein, tu te lances. Ouais. Bon après c'est plus de l'entrepreneuriat qu'autre chose, c'est différent. Il y a des boîtes qui jouent le jeu aussi en disant alors team offensive, écoutez, il n'y a pas de souci. Sur la semaine, une demi-journée. Je vous demande pas de faire des missions en interne pour la boîte. Vous vous mettez sur une plateforme et vous huntez, vous apprenez des choses. Voilà. Il y a aussi cette posture-là aussi de l'employeur, on en parlait tout à l'heure, de la reconnaissance, de la compréhension de ces profils-là qui ont besoin de systématiquement et continuellement apprendre des nouvelles choses et monter en compétences. Est-ce que, alors, il y a un truc que je trouve effectivement peut-être assez dangereux, alors je sais pas si les chiffres sont bons ou pas, mais quand on écoute certains top hunters, par exemple dans un live récent de la Lucas, on avait Blacklist qui est passé, quand tu l'écoutes parler argent, bah tu te dis que en fait tu vas juste te mettre au Bug Bounty et arrêter tout ce que tu fais parce que ça ne vaut pas le coup, voilà. Mais on comprend bien que effectivement, si tu regardes le top 10, oui, tous les gens sont millionnaires, très bien, voilà. Mais, ou quasiment, mais en combien il y en a qui ont échoué, du coup, à juste, ne serait-ce que trouver une seule bounty. Je sais pas si vous avez des chiffres ou plus un ordre d'idée, mais est-ce qu'il y a une vraie disparité entre le top 5, top 10 et la masse, on va dire, des gens qui s'y essayent, ou est-ce que ça reste relativement raisonnable quand même, la moyenne, on va dire, des hunters, est-ce qu'ils gagnent quand même bien leur vie? Franchement, j'aurais pas de chiffres à te communiquer, mais je trouve que la précision que tu as fait juste avant, elle est importante. On conseillera pas ce serait totalement pas honnête et dangereux de conseiller à un débutant de se lancer directement et uniquement sur du bug bounty. C'est un à côté, au début du moins. Et à partir du moment où la personne se sent confiante par rapport à ses compétences, bah, c'est un risque à prendre comme n'importe quel job d'auto-entrepreneuriat. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas un début de carrière, clairement pas. Ce serait pas honnête de notre part. Très Mathieu, bien. je crois que ta technique du doigt mouillé a bien fonctionné. Hein. Oui, mais ça, je voulais juste passer un petit message à Blacklist en lui disant que c'est un artiste. Donc, mais oui, je suis d'accord avec Manon. Hein, le fait de se dire à un moment, je débute dans la cyber, je me focus pas sur aller essayer de trouver un job, une structure qui va pouvoir un petit peu m'apprendre les process, ce genre de choses-là, et tout miser sur le bug bounty. C'est pas forcément une bonne idée. À part, j'ai envie de dire, les 1% qui ont la capacité cérébrale d'être en mode tryhard en permanence. Ouais. Et voilà, mais on n'est pas tous comme ça, malheureusement. Je pense qu'il n'y en a qu'1%. Donc, bravo à ceux qui arrivent. Néanmoins, il faut toujours quand même avoir un plan de secours. Ouais, la stabilité, c'est bien, hein, franchement. C'est vrai qu'il y a des bons côtés. Très bien. Allez, ça va être la dernière question et ensuite on passera sur la conclusion. Si on réfléchit un peu au futur du marché des plateformes et du bug bounty en général, à votre avis, est-ce qu'on va être plutôt sur un modèle où on aura des très grosses plateformes qui vont être multi-domaines, qui vont faire un peu de web, un peu d'IA, un peu d'IoT, un peu ce que vous faites au final, du pentest, de la red team, ce genre de trucs-là? Ou est-ce que ça va être des plateformes, au contraire, qui vont être ultra spécialisées, avec peut-être plus petites, mais qui vont vendre des prestations bon, forcément plus chères pour garder le même volume, voilà, mais même résultat. Donc plutôt
des gros géants multifonctions ou des entreprises très spécialisées? Ou les deux? J'aurais tendance à dire un mix. Je pense qu'à un moment, il va y avoir probablement une phase de rachat, d'acquisition, où chacun va capitaliser sur ses skills de base, en fait. Donc, on va probablement peut-être avoir une grosse plateforme qui va être spécialisée sur tout ce qui va être les aspects éventuellement web, API, infra. On va avoir éventuellement une structure qui va se monter sur toutes les parties Indus, IoT, networking, cellular, ce genre de choses-là. Et voilà, je pense qu'on va avoir une espèce d'hybride comme ça, parce qu'à un moment, il va y avoir aussi une gestion de communauté. On va pas pouvoir à un moment gérer une communauté totalement hybride, et qu'il va y avoir un choix qui va être fait par la communauté d'aller plutôt sur les périmètres web ou plutôt sur les périmètres un petit peu exotiques aujourd'hui, mais qui ne le sont pas, parce que quand on voit l'intégration de l'OT et de l'IoT dans nos vies aujourd'hui, il faut se rendre compte quand même que voilà, c'est quand même hyper présent sur toutes les parties aussi network, hein, que ça soit de la partie RF, que ça soit ce genre de choses-là. Donc, ouais, moi je dirais un hybride un petit peu, où oui, il va y avoir des acquisitions, des fusions, et il va y avoir un peu un partage du marché en fonction des typologies de périmètre. Mais je peux me tromper. T'es d'accord avec ça maintenant, c'est bon? Franchement, je n'aurais pas assez de recul sur cet écosystème pour te donner mon avis, mais ça me semble assez cohérent ce que Mathieu dit. Ça a l'air. On va lui faire confiance pour l'instant. On verra. Très bien, très bien, très bien. Eh bien, on arrive à la conclusion. Donc, maintenant, ça va être des questions croustillantes. J'aimerais que vous me racontiez votre pire expérience pour commencer dans votre expérience dans le bug bounty, forcément. Moi, j'ai commencé. La pire expérience. Garde-la pour après, parce que la tienne, elle va être mieux que la mienne. Moi, j'ai moins d'ancienneté que Mathieu, donc je pense que il peut avoir des trucs un peu plus juicy. Je pense que c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Le fait de se retrouver dans... C'est nul, hein, mais le fait de se retrouver dans un call où il y a à peu près une vingtaine de personnes qui sont ultra réticentes sur la partie bug bounty. Et là, tu joues un petit peu les maîtresses d'école à réexpliquer step by step que ça va bien se passer et que on est en face de personnes. Tu dis avec moi. Non. Désolée, j'ai lu le chat en même temps. Donc, ouais, cet aspect pédagogique, parfois, il peut être un petit peu laborieux et nécessaire, mais parfois un petit peu laborieux. Et donc, je suis sortie de la réunion et j'ai fait une petite sieste après. Légèrement lessivé, je comprends. Vas-y, Mathieu, balance. Bah ouais, de mon côté, mon pire moment, mais en même temps, je sais pas si c'était le meilleur, parce que bon, en même temps, j'ai passé un sale moment parce que j'étais en suivi du projet, mais je l'avais prévenu. Et, c'était un client qui était archi confiant, archi mature. Je n'aurai pas plus de détails que ça. Et qui, pour le coup, avait mobilisé un budget assez conséquent en cagnotte. Qui me dit un lundi matin, ok, c'est bon, mes équipes sont motivées, il n'y a pas de problème, on met en ligne le programme, et que globalement on a mis le programme en ligne à 9h, et qu'à 14h il avait explosé son budget. Et là c'était très très difficile, parce que je l'avais prévenu, parce qu'il était audacieux, parce qu'il était sûr de lui, parce qu'à un moment, bon, il faut l'accompagner, mais on ne peut pas le bloquer. Et donc on parle d'une enveloppe qui était aux alentours des 30K. C'était un festival, mais c'était pas forcément un très très bon moment. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais, ça doit être coton d'aller faire le reporting aux clients et de voir le visage se décomposer. Ouais,
je valide. Surtout que dans la réunion, il n'y avait pas que le client, il y avait aussi son boss, et son boss, et son boss, et son boss. Donc là, ouais, c'est un peu un... J'avais jamais fait de claquette de ma vie, mais là, je pense que j'ai fait un numéro d'artiste sur cette réunion. Parfait, très bien. Et bien maintenant, ça va être la question inverse. Votre meilleure expérience dans... alors ça peut être dans le monde du bug bounty en général, ça peut être chez Yogosha, vous racontez un peu ce que vous voulez. Moi, ça va être lié à un programme d'un de mes clients. C'était, c'est une entreprise donc de restauration rapide. Et un des scénarios à tester, c'était vraiment de faire livrer la commande en magasin. Donc il y a un des hunters avec qui je m'entends très bien. D'ailleurs, shout out à lui. Qui voulait donc faire ce test, mais qui n'avait pas le magasin en question, donc le restaurant en question, à côté de chez lui. Il m'a envoyé un petit Slack. Est-ce que tu es au bureau? Affirmatif. Ok, bah dans 10 minutes, tu peux aller récupérer telle commande. J'ai dit, prends le truc le plus cheesy qu'il y a. Et donc, j'ai mangé un burger gratuitement. Je lui ai dit, t'es sûr? Il m'a dit, t'inquiète, je pense que le ROI sur cette commande sera bon. Donc, il a la validation d'une faille. Il n'a pas passé la commande gratuite. Ça aurait été la consécration ultime. C'était pas gratuit. Il y avait une autre faille à prouver. Mais j'ai bien mangé. Ça, c'était cool. Ça nous rappelle des histoires de trottinette, il me semble, de l'épisode précédent. Mais je me souviens plus si on l'avait dit en live ou pas, donc je vais me taire. Là, je suis en train de me dire peut-être que non. Très bien, allez, je me tais. Je t'en prie, Mathieu, vas-y. On va pas parler des yes cards non plus, hein, c'est à l'ancienne. Bon, alors, moi, pour le coup, la meilleure expérience, si je veux faire un truc hyper corpo, c'est depuis que Manon est rentrée dans l'équipe. Allez, j'ai failli le dire, Mathieu, mais je me suis dit j'allais nuire à tes fans, ils allaient me prendre pour cible. Oui, attention. Non. En vrai, je pense que ma meilleure expérience, c'est le fait de m'être intéressé à la cyber il y a 15 ans. De toutes les aventures que j'ai vécues, en fait, que ça soit du Hacker's Voice, que ça soit de la nuit du hack, que ça soit toutes les personnes que j'ai rencontrées, à la fois des hunters, à la fois des gens dans les entreprises qui étaient passionnés de cyber, qui ont mis en place des process. Et puis plus récemment, en fait, je pense que c'est la communauté Yogosha, vraiment depuis 5 ans que je fais partie de la structure. Des personnes que j'ai appris à découvrir, qui m'ont aussi enseigné beaucoup de choses. Les équipes aussi avec qui je travaille. Donc voilà, c'est vraiment, je pense que mon meilleur souvenir, c'est tout ce domaine de la cyber, avec les personas qui sont dedans. C'est des gens qui sont curieux, c'est des gens qui sont audacieux, c'est des gens qui sont ouverts, c'est des gens qui sont communicants, c'est des gens qui sont agréables. C'est des gens qui sont toujours disponibles. Voilà, c'est cet état d'esprit. Moi, j'adore, en fait. Et je pense que voilà, ça va être dur de s'en passer un moment et éventuellement de passer à autre chose si je dois passer à autre chose un jour, quoi. Mais ma réponse après ça, elle est éclatée au sol, en fait. On ne juge pas, voyons. Non, mais je surenchéris alors et je valide tout ce que Mathieu a dit sans avoir la même longévité parce qu'il est très vieux, il le dit pas, mais il est très très vieux dans la cybersécurité. Comme je le disais au tout début, j'avais pas un profil qui se prédestinait à la cyber et c'est une découverte de fou de travailler quotidiennement avec cette communauté. Plus sur la partie pentest, étant donné qu'on est en lien direct avec eux. On les voit dans les calls, etc. Donc, c'est vraiment des gens qui ont su m'accueillir à titre très personnel sans que j'ai besoin de leur prouver que je parlais le même langage technique qu'eux. Donc, je leur en suis très, très reconnaissante et c'est une très, très belle communauté, la Yogosha Strike Force, vraiment. Très bien. Parfait. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, il nous reste... Alors, on a une tradition qu'on a empruntée à d'autres émissions que vous reconnaîtrez sans sourciller, j'en suis sûr. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux nouvelles générations de la cyber qui démarrent leur route, leur chemin?
qu'est-ce que vous leur diriez? Allez, bah non. Vas-y. Je pense que je fais partie aussi des nouvelles générations de la cyber, donc c'est assez tricky. Peut-être un truc qui, en tant que femme, est un peu compliqué. L'autocensure, et qui est finalement plutôt une censure sociale, du fait de s'éloigner des chemins un peu plus techniques pour X ou Y raisons qui, encore une fois, sont liées à des biais sociaux. Essayer de les surpasser, c'est plus facile à dire qu'à faire, on va pas se mentir, hein. Mais quand on part, enfin quand j'ai eu l'occasion de parler avec différents profils de Hunter, c'est pas forcément, enfin c'est des gens qui avaient déjà une appétence assez petite, souvent, ou pas forcément d'ailleurs. Et en plus de ça, c'était aussi beaucoup d'auto-formation, donc une curiosité qui a été aussi générée par leur milieu, je pense, mais qui... Oh, c'est dur, 23h30, là, pardon. Qui doit être encouragée aussi auprès des jeunes filles. Donc en fait, c'est même pas vraiment un conseil pour les jeunes filles, à part le fait d'oser, etc. Mais j'aime pas trop ce conseil finalement. En fait, je le trouve assez dur, et c'est mettre la pression sur elles plutôt qu'autre chose. C'est aussi le rôle des adultes, des personnes encadrantes, etc. d'avoir ce rôle d'encouragement. Donc mon conseil, il se destine pas forcément à la nouvelle génération, mais plutôt à toutes les personnes qui ont été là avant, d'aller les chercher n'importe où, et d'encourager en fait. Voilà, c'était mon discours de Miss France. Merci à tous. Très bien, parfait. Je t'en prie, Mathieu. Mathieu. En fait, Bah, mon moi, conseil, c'est écouter Mathieu. Voilà. moi, je vais prendre un truc que j'ai entendu, mon conseil, donc, que j'ai entendu à la DEFCON. C'est la règle du 1, 2, 3. Donc, c'est une douche par jour, 2 repas par jour, 3 heures de sommeil et du Oh. tryhard. Cyber Talk.